Bonjour et bienvenue dans le podcast historique de Radio Courtoisie. Dans le libre journal du spectacle du 22 novembre 2011, Jean Darnel recevait Anne Plumet et Gabriel Ledoz pour une émission consacrée à Alfred de Musset. Ils retracent ensemble la biographie d'Alfred de Musset, des anecdotes sur sa vie et interprètent ainsi des textes issus de lui. Bonjour chers auditeurs, c'est Jean Darnel qui vous parle et qui s'excuse de ne pas être venu à son dernier rendez-vous il y a un mois. J'étais dans je ne sais quel train qui m'a mené je ne sais plus où, mais j'ai pensé à vous, voilà, et je pense à vous maintenant que je peux enfin, j'ai failli vous dire vous prendre dans mes bras, mais ce n'est certainement pas le mot, voilà. Alors, on va commencer par le commencement, hein. D'abord je vais vous présenter mes invités, vous les connaissez d'ailleurs, ils sont venus plusieurs fois. Alors, nous avons madame Anne Plumet, bonjour madame. Anne Plumet te dit bonjour. Monsieur Ledoz, je sais que vous aimez beaucoup Ledoz, il est venu vous dire des vers et je sais que vous l'aviez beaucoup apprécié, alors tant pis, je me suis risqué, je l'ai réinvité. Bonjour monsieur Ledoz. Bonjour Jean, je suis très honoré. C'est une nouvelle invitation. Oui, Gromel déjà. Voilà, et puis pour le thème de l'émission, j'ai aussi pensé à vous parce que ça fait vraiment très 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 longtemps que des auditeurs ou des auditrices surtout, me disent, mais enfin monsieur, vous parlez de beaucoup de choses et vous n'avez jamais parlé d'Alfred de Musset. Ma foi, c'était vrai. L'occasion ne m'en avait pas été donnée, mais je l'apprends, et Alfred de Musset. Alors, pourquoi est-ce que je dis que des auditrices, moi surtout, me le demandent? Parce que Musset, le poète de l'amour, de la jeunesse, de la femme, non, hein? Anne Plumet, non. Tu aimes Musset? J'adore Musset. Bon, mais voilà, comme il ne faut rien faire comme les autres, je me suis rendu compte au fond que il y avait beaucoup de légendes qui couraient autour de Musset, justement autour de ses amours, de ses passions, etc. Ce qu'on ne sait pas, c'est que on parle toujours du Musset de la jeunesse, n'est-ce pas? Et le Musset jeune, bon, moitié Fortunio, avec un peu de chérubin, un peu de Don Juan, etc. Oui, il a été ça, Dieu merci. Mais il n'était pas que ça. Et la deuxième partie de sa vie, encore qu'il soit mort très très jeune, vers 43 ans, Gabriel, je crois, non, quelque chose comme ça. Il a eu... et ça, je déçois les dames sensibles, mais il a eu une vie vraiment pénible. C'était un grand malade. Et les choses que j'ai pu découvrir de mon côté, c'est que cet être-là, la deuxième partie de sa vie, n'était pas très fréquentable. Hein. D'abord, il buvait. Bon, il avait une maladie des nerfs, c'est beaucoup. Et il a eu une fin de vie assez triste, assez lugubre, que j'ai pu découvrir. Je vais vous le raconterai tout à l'heure. Vraiment pas esthétique, si j'ose dire. Voilà. Alors, on va donc partager, sans l'avoir prévu, ce petit rendez-vous en deux. C'est-à-dire vous, Madame Plumet, vous, Monsieur Ledoz, vous allez exalter, et pour cause, le beau Musset, le bon Musset, le génial Musset, avec vos petits textes là, et puis moi, et je vais m'enfoncer dans le sordide. Hein. Dans le sordide, mais enfin, ce n'est pas ma faute, ça serait plutôt la faute de Musset. Hein. Alors, et puis aussi, je rendrai hommage à une dame que je ne crois pas que vous connaissiez, sauf peut-être des spécialistes ou des amoureux de Musset et de la vie de Musset. Mais cette dame, que je vous dirai qui c'est bien entendu tout à l'heure naturellement, mais cette dame a fait de Musset, du double Musset, un portrait d'autant plus fidèle qu'elle a été non seulement son interprète de à peu près toutes ses pièces à la Comédie Française, mais elle a été sa maîtresse très 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 longtemps. Elle l'a adoré. Elle l'a adoré, elle lui a été fidèle, elle l'a soigné, elle est allée à la campagne pour essayer de le sortir de cette tentation. Vraiment, elle a été j'ai failli dire une mère pour lui, comme on le dit d'ailleurs de Georges Sand, etc. Elle a été une femme extraordinaire pour elle, et je vous le raconterai tout à l'heure. Qui sait, mais pour le moment, écoutez, c'est d'elle, c'est pas nous. C'est d'elle le portrait le plus fidèle, et pour cause qu'on ait pu faire de Musset. Voilà, elle écrit
Je n'ai jamais vu de contraste plus frappant que les deux êtres enfermés dans ce seul individu. L'un beau, bon, doux, tendre, enthousiaste, plein d'esprit, de bon sens, naïf, chose étonnante, dit-elle, naïf comme un enfant, bonhomme, simple, sans prétention, sensible, exalté, s'amusant d'un rien, artiste exquis en tout genre, sentant et exprimant tout ce qui est beau dans le plus beau langage, musique, peinture, littérature, théâtre. Retournez la page et prenez le contre-pied. Vous avez affaire à un homme possédé d'une sorte de démon, faible, violent, orgueilleux, despotique, fou, petit, méfiant, jusqu'à l'insulte, aveuglement, entêté, personnel et égoïste autant que possible, blasphémant tout et s'exaltant autant dans le mal que dans le bien. Lorsqu'une fois il a enfourché le cheval du diable, il faut qu'il aille jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il se rompe le cou. L'excès, voilà sa nature, soit en beau, soit en laid. Magnifique ce portrait. Très beau ce portrait. Oui, c'est magnifique. C'est très très beau. Et c'est tout ce qu'on dit du musée depuis qu'on le dit, le double musée. Oui, bien le sûr. double, oui. Mm-hmm. Mais il était sujet au phénomène d'autoscopie. Oh. Ce qui veut dire un véritable dédoublement, c'est-à-dire une crise nerveuse. Et bon, c'est très présent dans tous ses poèmes. Oh oui. Depuis de la nuit de décembre. Bien sûr, la nuit de décembre, mais même la façon dont c'est dans sa façon de raconter. Quand dans la nuit d'octobre, on le verra tout à l'heure, quand il fait arriver il y a le Musset au présent qui raconte, et puis hop, il se plonge, il se dédouble carrément dans le récit qu'il fait à la Muse, pour revenir à l'époque où il situe le récit. C'est très curieux. Mais là, voilà le portrait fidèle de quelqu'un qui ne commente pas Musset, mais qui a vécu avec lui. Oui. Voilà, et qui en a beaucoup souffert. Hein. Voilà. Dis donc, Gabi, là, pour que on va, comme elle dit, on va naviguer entre le beau et le laid. Hein. À moi le laid, à toi le beau, naturellement. On va continuer, mais tu vas nous dire un petit... tu dois avoir un petit sonnet. Le beau Musset, non, le bon Musset, le tendre Musset, le génial Musset. Qu'est-ce que tu veux? J'ai perdu... Une seconde. Tristesse. Voilà, ça s'appelle Tristesse. 187. C'est un tout petit poème merveilleux. J'ai perdu ma force et ma vie, et mes amis, et ma gaieté. J'ai perdu jusqu'à la fierté qui faisait croire à mon génie. Quand j'ai connu la vérité, j'ai cru que c'était une amie. Quand je l'ai comprise et sentie, j'en étais déjà dégoûté. Et pourtant elle est éternelle. Et ceux qui se sont passés d'elle, ici-bas, ont tout ignoré. Dieu parle. Il faut qu'on lui réponde. Le seul bien qui me reste au monde est d'avoir quelquefois pleuré. Voilà, eh bien, je te fais redescendre de tes sommes. Magnifique. C'était ton sonnet de somme. Voilà, oui, évidemment, on parle de l'amour, du véritable Musset, etc. Et il vit de légendes. Et actuellement, évidemment, on pense à Georges Sand, de Musset, le voyage à Venise, les amours à Venise. Ben, ne hurlez pas, mais j'ai mis quelques bémols là-dessus. Parce que
Je sais bien qu'on est en plein romantisme, naturellement, et que chacun dit, regarde comme j'ai mon cœur qui palpite, regarde, il saigne, je le découpe en petits morceaux, je te les renvoie, etc. Bon, même en admettant qu'on soit en plein romantisme, il y a des choses même qui sont un petit peu sujettes à sourire. Alors, Venise, au moment de Venise, oui, à ce moment-là, Sand écrit à Musset, alors là, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'elle lui écrit? Elle lui écrit écrit. C'est ta vocation, mon ami. Monte vers Dieu sur les rayons de ton génie. C'est bien ça, hein? Et envoie ta muse sur la terre. Raconter aux hommes les mystères de l'amour et de la foi. Ah, dis-moi que tu es heureux et je le serai. Voilà, lettre de Sand à Musset. Tu es jalouse, Anne Plumet, hein? Bon. Alors, Musset répond naturellement. Et ceci se passe donc à Venise au moment où ils sont allés descendre le Rhône avec Stendhal d'ailleurs, à Venise, où ils sont tombés malades l'un après l'autre. Et ils sont tombés malades d'une maladie qui n'était pas très très poétique. Ils avaient une dysenterie, hein, tout simplement. Et dans l'hôtel d'Agnelli, mon Dieu, on ne peut pas dire que à ce moment-là, les services hygiéniques étaient de premier ordre. Et ils se sont soignés l'un à l'autre. Enfin, je dois dire que Sand a soigné plus Musset que Musset n'a soigné Sand, parce qu'il a profité de sa dysenterie, c'est laid ça, pour aller courir les Bouges. Et oui, les Bouges de Venise, et les putains de Venise. Et puis Sand s'est vengé, et l'a fait venir à son chevet, au chevet de Musset qui était malade. Elle a fait venir le docteur Pagello, le fameux docteur Pagello. Et littéralement, ils ont fait l'amour au chevet de Musset. Hein? C'est historique, c'est pas ma méchante langue, ça. Ils ont fait l'amour au chevet. Et puis, ils ont fait une sorte de ménage à trois. Ils sont repartis pour Paris. Enfin, bon, le ménage à trois, après tout, hein, on a vu pire, mais le véritable amour de cette façon-là, je ne le vois pas. Et alors, aussitôt rentré à Paris, après s'être disputé, n'est-ce pas? Alors, cette fois-ci, c'est Musset. C'est Musset qui écrit à Sand, en la copiant, ou à peu près. Et il nous dit, oh, mon enfant, la plus aimée, la seule aimée des femmes, je te le jure sur mon père, si le sacrifice de ma vie pouvait te donner une année de bonheur, je sauterais dans un précipice avec une joie éternelle dans l'âme. Réponds-moi que tu es heureuse et je le serai. Bon. Alors, est-ce que ça sent l'amour, ça, ou ça sent l'écriture? Les deux, mon capitaine. Gabi? Oui, je suis un peu comme toi. Il y a un peu de pause, malgré tout. Tu crois? Un tout petit peu. Mais ça n'empêche pas l'intensité. Anne Plumet, je gardais ses rêves. J'ai voulu sortir des documents. Non, ils sont heureux à l'hôtel d'Agnelli, leur amour. Non, malheureusement. D'ailleurs, ils étaient amoureux depuis pas mal de temps, et déjà à ce moment-là. Oui, quand ils sont partis à Venise, je pense que leur relation, enfin leur passion, s'était déjà beaucoup refroidie. Oui. Hein, je crois. Hein. Oui. Maintenant, est-ce que chez Musset, il n'y a pas justement tout le temps il s'interroge sur sa possibilité d'aimer. On n'a pas tous les mêmes possibilités, quoi. Ouais. Oui, enfin, bon, c'est plus gentil. C'est plus gentil comme ça, de toute façon. Hein. Bon, mais tout ça, évidemment, si je sacrifie un peu Madame Sand, c'est tout à l'heure pour exalter. Merci, on me donne un petit papier déjà, mais je ne le lis pas parce que je ne pourrais plus suivre mon trajet. Voilà. Donc, tu sais, ma camarade de Sand, que pourtant je connais bien, on finit par se demander finalement si elle a vraiment aimé. Elle a été maternelle aussi bien avec Chopin. Oui, avec Chopin aussi. Qu'avec Monceau. Oui. À la fin de sa vie. C'était des enfants, Musset, Chopin, Monceau et d'autres. Elle a été une mère pour eux beaucoup plus
maternelle qu'amoureuse. Et vous savez, vous l'avez connu certainement, un monsieur qui s'appelait Georges Lubin. Georges Lubin, qui était un très grand admirateur de Sand. Il a publié, je vous le recommande si vous la trouvez, son œuvre totalement et sa correspondance. Sa correspondance, oui. Ouais. Et il a fait une œuvre étonnante. Et quand je travaillais avec lui, je lui dis, mais enfin, écoutez, Georges, vous êtes capable de savoir si le 11 avril 1812 à 17h, comment était habillé Sand. Alors il sortait une sorte de petit casier, il avait des feuilles vertes, rouges, et il le savait. Ah, c'est génial. Ah oui, et en 48, le 12 février, et il le savait. Hein? Alors, écoutez, Georges, vous savez tant de choses. Est-ce que finalement, moi, je ne m'y reconnais plus? D'autant qu'elle a écrit une œuvre qui s'appelle Lélia, et où elle se traite elle-même de femme frigide. Alors, est-ce qu'elle était frigide? Finalement, c'était des grandes amoureuses. Et Lubin m'a dit, je ne peux pas vous répondre, nous ne savons pas. Oh, la pauvre Plumet. Non, mais c'est une chose très difficile à démêler quand même. Bon, ne restons pas sur cette triste impression. On va revenir. Mais dans les traces, donc, dans sa correspondance et dans tous les pillages de Georges Lubin, il n'a jamais trouvé un moment où elle ait pu être satisfaite de son partenaire. Oui, bien sûr, mais alors peut-être d'une façon plus terre à terre, plus vulgaire, et peut-être plus vraie. Tu sais ce que dit Balzac d'elle. Il était un familier de Nohant. Hein. Mm-hmm. Il dit son mal était rare. Hein. Oh, allez, assez dit d'horreur. Gabi, on revient au beau musée, au grand musée. Voilà. Comme nous évoquions Sand. Comme nous évoquions Sand. Tu veux passer à Plumet? Non, mais c'est-à-dire que moi, le texte que je me proposais de vous lire n'est pas sur Musset. Donc, ça, je sais pas. Non, mais c'est Sand. Oui, c'est Sand. Alors, c'est une évocation de Marie Dagout. Oui, et puis on peut beaucoup pardonner à Sand parce que quand même c'était un grand écrivain, n'est-ce pas? Et c'est ce que tu vas nous prouver, peut-être. C'est ça que tu voulais dire. C'est tiré de l'histoire de ma vie. Voilà. Ah, voilà. De journal intime, exactement. C'est l'histoire de ma vie, c'est sa meilleure œuvre. C'est ce que. Oui, allez, vas-y. Alors donc, elle évoque la princesse Dagout. Hein? Ce soir-là, pendant que Franz jouait les mélodies les plus fantastiques de Schubert, la princesse Dagout se promenait dans l'ombre autour de la terrasse. Elle était vêtue d'une robe pâle, un grand voile blanc développait sa tête et presque toute sa taille élancée. Elle marchait d'un pas mesuré, qui semblait ne pas toucher le sable, et décrivait un grand cercle coupé en deux par le rayon d'une lampe, autour de laquelle toutes les phalènes du jardin venaient danser des sarabandes délirantes. La lune se couchait derrière les grands tilleuls et dessinait dans l'air bleuâtre le spectre noir des sapins immobiles. Un calme profond régnait parmi les plantes. La brise était tombée mourante, épuisée sur les longues herbes, aux premiers accords de l'instrument sublime. Le rossignol luttait encore, mais d'une voix timide et pâmée. Il s'était approché dans les ténèbres du feuillage et plaçait son coin d'orgue extatique comme un excellent musicien qu'il est, dans le ton et dans la mesure. Nous étions tous assis sur le perron, l'oreille attentive aux phrases tantôt charmantes, tantôt lugubres d'Erlkönig, engourdis comme toute la nature dans une morne béatitude. Nous ne pouvions détourner nos regards du cercle magnétique tracé devant nous par la muette sibylle au voile blanc. Elle se ralentit peu à peu lorsque l'artiste passa par une série de modulations étrangement tristes à la tendre mélodie « Semir Gegrüßt ». Alors, sa démarche prit le milieu entre l'andante et le maestoso. Et tous ces mouvements avaient tant de grâce et d'harmonie
qu'on eût dit que les sons sortaient d'elle comme d'une lyre vivante. Lorsqu'elle traversait lentement le rayon de la lampe, son voile blanc dessinait sur le fond noir du tableau des contours fins et déliés, tandis que le reste flottait, vague et vaporeux, dans le mystère de la nuit. Puis elle approchait de nous, comme si elle eût voulu se poser sur le lilas blanc, mais insaisissable comme les ombres, elle s'effaçait lentement. Elle ne semblait pas s'enfoncer sous les voûtes obscures du feuillage. L'obscurité semblait la prendre et l'entraîner dans des profondeurs, en épaississant autour d'elle les rideaux de ténèbres. Au bout de la terrasse, elle était à peine visible, puis elle se perdait tout à fait dans les sapins et reparaissait tout à coup dans le rayon de la lampe, comme une création spontanée de la flamme. Puis elle s'effaçait encore et flottait, indécise et bleuâtre, sur la clairière. Enfin, elle vint s'asseoir sur une branche flexible qui ne plia pas plus que s'il eût porté un fantôme. Alors la musique cessa, comme si un lien mystérieux eût attaché la vie des sons à la vie de cette belle femme pâle qui semblait prête à s'envoler vers les régions de l'intarissable harmonie. Elle se leva, glissa par un inexplicable mouvement d'ascension vers le haut du perron et disparut dans la salle ténébreuse. Un instant après, nous vîmes une vraie châtelaine du Moyen-Âge traverser la salle voisine à la clarté des flambeaux. Sa chevelure blonde rayonnait comme une auréole d'or, et son voile blanc jeté sur ses épaules voltigeait comme un nuage, dans le mouvement rapide et léger de sa démarche impérieuse. Les doigts errants sur le piano firent silence. Les flambeaux s'éteignirent et la vision rentra dans la nuit. Merci, Madame Plumet. Oui, cher auditeur, j'ai choisi cette petite musique d'accompagnement et d'appoint qui est de Schubert. Vous l'avez peut-être reconnu, c'est le nocturne de Schubert. Parce que quand on connaît bien la vie de l'un et de l'autre, ils ont tellement de points communs. C'est extraordinaire. D'abord, tous les deux ont été persuadés qu'ils avaient à moitié loupé leur carrière parce que l'un et l'autre étaient fous de théâtre. Schubert voulait être musicien d'opéra, qu'il n'a jamais été parce que les livrets qu'on lui fournissait, qui étaient de ses amis, n'était pas très bon, soyons justes, et Musset, qui idolâtrait le théâtre et les actrices, il faut bien dire, était persuadé lui aussi qu'il était fait pour ça, ce qui était vrai aussi, quoique il doutait un petit peu de lui au point d'appeler ses pièces à lire dans un fauteuil, hein. Donc il n'y croyait pas tellement. Ça a été cette dame mystérieuse dont nous allons parler tout à l'heure qui a mis littéralement les pieds sur la scène de la comédie française. Hein. Et il s'est pas remis de l'échec de l'ennemi vénitienne, c'est ça? Oui, mais après. Mais après, oui. Après. Donc, qu'est-ce qui a été représenté la première fois? Caprice. Ah, le Caprice. C'est le Caprice, c'est vrai. D'abord. Il n'y a pas eu André Delsarte aussi qui est venu au Français de son vivant? J'adore, c'est une pièce que j'adore. Ouais, ça a été d'abord le Caprice, et puis après il y a eu évidemment le Chandelier, toujours joué par la même interprète d'ailleurs, etc. Mais le grand coup de cœur des spectateurs, si j'ose dire, et la grande joie inattendue de Musset, ça a été le Caprice. Hein, mais on va en parler tout à l'heure. Bon, eh bien, là, alors tu vois, je n'ai pas besoin de faire mes émissions, moi, parce que les gens, mais nos amis écrivent, voilà. Alors il y a une dame là, je crois que c'est... Attendez, mon Dieu, c'est une dame, hein. C'est interactif. Oui, c'est une dame. Eh bien, alors cette dame-là, moi je dis un tout petit peu de mal, même pas en reconnaissant son génie, d'ailleurs de George Sand, mais alors là, qu'est-ce qu'elle prend avec les dames, hein. Alors cette dame, merci madame d'abord de nous avoir écrit, et vous me dites, mais c'est faux, que Musset ait souffert d'une maladie des nerfs. C'est une légende diffamatoire entretenue par George Sand, qui elle-même avait une imagination morbide et malsaine.
Qu'est-ce qu'elle prend, mon Dieu? Elle avait sur sa commode un squelette de petite fille. Elle a écrit comme si c'était une chose normale. Bon, alors, madame, j'ouvre une parenthèse là, au cas où vous ne le sauriez pas, c'est que le malheureux Verlaine a vécu dans sa jeunesse entouré de bocaux dans lesquels sa mère avait classé des fœtus. Hein, tu le savais ça? Non, non. Bon, alors, non, c'est vilain. Alors, il souffrait, me dit cette dame, il souffrait d'une maladie cardiaque, conséquence d'une angine mal soignée. Le signe de Musset, voyons, connu en en cardiologie, sous ce nom. Entre parenthèses, Mireille d'Arc a souffert du même processus, angine d'enfance, voilà. Pour information, relire à fond son drame Lorenzaccio. Ben, madame, nous connaissons très bien Lorenzaccio, mais je ne vois pas ce que Lorenzaccio a à faire avec l'angine, mais enfin, bon. Bon, madame, vous avez peut-être raison, mais en tout cas, tel que dépeignent ses contemporains, il y a de temps en temps des hallucinations, des crises de nerfs, il se roule par terre. Je pense que le nerf y était tout de même un petit peu pour beaucoup, hein, et les hallucinations aussi, en plus de la cardiologie, hein, je pense. C'est peut-être elle, d'ailleurs, c'est peut-être elle qui poursuit sa colère. Madame, non, c'est peut-être autre. Alors, il convient de lire Les Amants de Venise de Charles Maurras, oui, madame. C'est vrai. Les Amants de Venise de Charles Maurras. Si vous arrivez à le trouver, vous aurez bien de la chance. Et un écrit de Henri Guillemin chez Gallimard. Vous avez raison, madame, c'est également une des nombreuses œuvres majeures qu'on a consacrées à la biographie de Musset. Alors, après tout, ce n'est pas moi, mes chers auditeurs, cette dame de plus en plus furieuse m'écrit. Alors, c'est pour George Sand. Les lesbiennes actuelles la reconnaissent comme une maîtresse à penser. Pourquoi tu bêtement? Je ne sais pas. Marie Dorval était sa maîtresse, dit cette dame de plus en plus furieuse, oui. Et alors? C'est possible. Oui, non, ce qui est certain, c'est qu'elle a eu une liaison très passionnée avec Marie Dorval. C'est exact. Bon, enfin, de là à ce qu'elle soit le porte-drapeau de ces dames, je ne le crois pas. Bon, enfin, madame, en tout cas, vous m'avez... George Sand ouais, je suis envoyé quand même, si, la libération féminine. Oui, non, bon, d'accord. Enfin, en tout cas, ce qui... Je ne sais pas si la méchanceté de Sand est éprouvée, mais en tout cas, il est prouvé que cette dame n'aime pas du tout Georges Sand. Je ne l'ai pas préparé, Anne Plumet. Non, mais... C'est bien cette... moi. Bon, allez. Cette interactivité de ton... On va... Gabi. Oui. On va plonger dans la beauté. Nous sommes descendus assez bas, là. On plonge dans la beauté. Ça va me rajeunir. Non, mais attends, laisse-moi quand même rêver. Pourquoi pas une soirée perdue, ça me rajeunirait. Une soirée perdue, bien. Oui, j'étais seul. J'étais seul, l'autre soir, au Théâtre Français. Ou presque seul. L'auteur n'avait pas grand succès. Ce n'était que Molière. Et nous savons de reste que ce grand maladroit qui fit un jour Alceste ignora le bel art de chatouiller l'esprit et de servir à point un dénouement bien cuit. Grâce à Dieu, nos auteurs ont changé de méthode et nous aimons bien mieux quelques drames à la mode où l'intrigue, enlacée et roulée en feston, tourne comme un rébus autour d'un mirliton. J'écoutais cependant cette simple harmonie et comme le bon sens fait parler le génie. J'admirais quel amour pour l'âpre vérité eut cet homme, si fier en sa naïveté. Quel grand et vrai savoir des choses de ce monde. Quelle malgaieté, si triste et si profonde que lorsqu'on vient d'en rire, on devrait en pleurer. Je me demandais, est-ce assez d'admirer? Est-ce assez de venir un soir, par aventure, d'entendre au fond de l'âme un cri de la nature, d'essuyer une larme et de partir ainsi, quoi qu'on fasse d'ailleurs, sans en prendre souci?
Enfoncé que j'étais dans cette rêverie, çà et là, toutefois, lorgnant la galerie, je vis que devant moi se balançait gaiement sous une tresse noire un cou svelte et charmant. Et voyant cette ébène enchâssée dans l'ivoire, un vers d'André Chénier chanta dans ma mémoire. Un vers presque inconnu, refrain inachevé, frais comme le hasard, moins écrit que rêvé. J'osais m'en souvenir même devant Molière, sa grande ombre à coup sûr ne s'en offensa pas, et tout en écoutant je murmurais tout bas, regardant cet enfant qui ne s'en doutait guère. Sous votre aimable tête, un cou blanc, délicat, se plie, et de la neige effacerait l'éclat. Puis je songeais encore ainsi, va la pensée, que l'antique franchise à ce point délaissée avec notre finesse et notre esprit moqueur ferait croire après tout que nous manquons de cœur, que c'était une triste et honteuse misère que cette solitude alentour de Molière, et qu'il est temps, comme dit la chanson, de sortir de ce siècle ou d'en avoir raison, car à quoi comparer cette scène embourbée et l'effroyable honte où la muse est tombée? La lâcheté nous bride, et les sots vont disant que sous ce vieux soleil tout est fait à présent, comme si les travers de la famille humaine ne rajeunissaient pas chaque an, chaque semaine. Notre siècle a ses mœurs, partant sa vérité, celui qui l'ose dire est toujours écouté. Ah, j'oserais parler, si je croyais bien dire, j'oserais ramasser le fouet de la satire, et l'habiller de noir, cet homme au ruban vert qui se fâchait jadis pour quelques mauvais vers. S'il rentrait aujourd'hui à Paris, la grande ville, il trouverait mieux pour émouvoir sa bile qu'une méchante femme et qu'un méchant sonnet. Nous avons autre chose à mettre au cabinet. Oh, notre maître à tous, si ta tombe est fermée, laisse-moi dans ta cendre un instant ranimé, trouver une étincelle, et je vais t'imiter. Dis-moi, de quel ton, dans ta bouche hardie, parlait la vérité, ta seule passion, et pour me faire entendre, à défaut de génie, j'en aurai le courage et l'indignation. Ainsi, je caressais une folle chimère. Devant moi, cependant, à côté de sa mère, l'enfant restait toujours, et le cou svelte et blanc sous les longs cheveux noirs se berçait mollement. Le spectacle fini, la charmante inconnue se leva, le beau cou, l'épaule à demi nue se voilèrent, la main glissa dans le manchon, et lorsque je la vis au seuil de sa maison s'enfuir, je m'aperçus que je l'avais suivie. Hélas, mon cher ami, c'est là toute ma vie. Pendant que mon esprit cherchait sa volonté, mon corps avait la sienne et suivait la beauté. Et lorsque je m'éveillais de cette rêverie, il ne m'en restait plus que l'image chérie. Sous votre aimable tête, un cou blanc, délicat, se plie, et de la neige effacerait l'éclat. Nous sommes bien contents de vous, monsieur Ledose. Vous avez dû avoir un bon professeur, j'imagine. Non. Je ne le dirai jamais assez. Non, mais tu sais... Il est en tête de mon CV. Non, mais je veux te féliciter, moi, un tout petit détail que seuls les professionnels ont pu remarquer, c'est que tu as osé dire cette ébène. Oui, c'est vrai. Cette ébène, et non pas cette ébène, cette ébène. Bah, bravo. Je me demande si tu n'as pas piqué un peu à freiner ça. Bien sûr. Ah Et lui, carrément, il fait sonner le muet. Moi, je fais... Oui. Je fais, c'est là ce qui met un pied de trop. Mais moi, je fais juste une... Comment dire je joue le hiatus. Oui, c'est ça. Cette ébène. Oui, mais oui. Il a entièrement raison. Oui, tout à fait. Dire comme, ça fait comme une... parce que ça joue dans le poème, je pense, un petit coup au cœur, quoi. Oui. De voir cette chevelure magnifique. Eh bien, tu vois, mais Freinet et toi, même combat. Non, bravo. Alors, nous continuons, parce que nous avons encore plein de choses à raconter, plein de choses à dire ou à lire. Oui, ce qui m'a... Je crois que vous êtes au courant, vous. Ce qui m'a un peu... fait tomber presque sur la deuxième partie de la vie de Musset, c'est que là vraiment, je crois que vous êtes au courant de cette histoire-là,
Vous savez qu'à un moment donné de ma vie, le ministère de la Culture m'avait donné 3 sous. Quand je dis 3 sous, ça serait plutôt 2,5 pour je ne sais quel... pour m'occuper des jeunes comédiens, des jeunes artistes. Voilà, il m'a dit, voilà 3 sous, maintenant débrouillez-vous. Mais tu t'es très bien débrouillé. Oui. Fort bien occupé de nous. Oui, non, mais c'est pas tellement ça, c'est que... Et pas seulement les acteurs. Je vais te dire, ils s'en foutaient complètement, le ministère. Mais complètement. Ils avaient fait ça, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Pas pour des raisons politiques. Non, c'est parce que tu les as convaincus. Tu vois. J'ai dit oui. Parce que tu les as convaincus que c'était utile. Oui. Et donc il n'est pas si mauvais, mais le ministère. Et je dis, mais dites-moi, alors, vous me demandez ça, et plus ça. C'est quand même beaucoup de travail. Oui. Mais alors, dans quel bureau serais-je? Vous n'en avez pas besoin. Bon. Mais que faisaient mes prédécesseurs? Alors, ils écrivaient sur leurs genoux. C'est vrai, tu sais, je n'invente pas toujours. Hein. Et alors, avec les 3 demi-sous qu'ils m'avaient donnés, dont une partie correspondait à un éventuel loyer, me voilà en quête dans Paris. Et vous savez, avoir un loyer dans Paris avec très peu d'argent, pouvant faire bureau et réception, c'est plutôt rare. Hein. J'ai été très bien. Je n'ai rien trouvé. Et puis un jour, lisant le Figaro, qui, comme chacun le sait, est une lecture de droite, je vois pourquoi rituel. Je ne sais pas. Mais tu ne sais jamais pourquoi tu ris. C'est vous qui me faites rire. Ah bon, tant mieux. Et je tombe sur une annonce, ainsi conçue ou à peu près, près de la place Vendôme. Près de la place Vendôme, bureau pouvant convenir à réception, travaux, secrétariat, etc. Je dis oui. Alors, près de la place Vendôme, à mon avis, ça doit être assez cher. Mais enfin j'y vais. Hein, les chants désespérés sont les chants les plus beaux. Bien. Et j'arrive, après je vous donnerai l'adresse parce que je sais qu'il y a pas mal d'auditeurs qui aiment bien visiter les adresses historiques que je leur fournis. Et j'arrive devant une maison de très très belle apparence, une foire, rue du Mont-Tabor. Et je monte, je suis accueilli par... il y avait 25 jeunes femmes en train de taper la machine. Et je viens pour l'annonce. Ah oui, monsieur, oui. C'est vrai? Oui, monsieur, oui. Mais dites-moi, combien? Et là, elle, comme quoi il n'y a pas de hasard, hein, et là il me donne un chiffre, mais tout à fait bas. Un loyer à côté de la place Vendôme, rue du Mont-Tabor, très 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 bas. Je dis, mais je prends, mais je prends tout de suite, merci petit Jésus. Et elle me dit après j'ai failli dire la sous-maîtresse, qui était là. Et puis, vous savez, monsieur, que vous êtes dans l'appartement où est mort Musset. C'est fou. Hein. Ouais, c'est fou. Alors, il n'y avait pas de plaque en plus à l'époque. Maintenant, il y a une plaque. Hein. Ah oui, non, elle y était, mais je ne l'avais pas vue. Ouais. Je ne l'avais pas vue. J'ai dit, c'est pas possible, si, monsieur, il est mort là, voilà sa salle à manger, voilà sa chambre, etc. Je me suis précipité dessus, naturellement, et vous m'avez connu là, où j'ai travaillé dans la chambre de Musset. Alors là, les hasards, j'y crois pas beaucoup. Mais vous avez toujours été très proche. Oui, du hasard. Non, de Musset. Et je m'installe là, et naturellement, vous me connaissez, j'ai étudié jusqu'à au moindre clou qui pouvait rester encore, une plainte de plancher, j'ai passé des heures, et à vrai dire, il y avait il y avait le plan de l'appartement, qui était un tout petit appartement finalement, très, très lugubre. Très lugubre. Oui, avec l'électricité, ça allait mieux, mais c'était lugubre. Oui, c'est vrai, c'était sombre. Oui, très sombre. Alors, il y avait d'un côté 3 petites pièces. Elles y sont toujours d'ailleurs. Hein. 3 petites pièces. Il y avait son bureau, puis sa chambre, puis une sorte, comment on dit en français, de dressing, n'est-ce pas, pour ses habits. Et de l'autre côté du couloir, il y avait la cuisine. d'Adèle Collin, dont sa gouvernante, et qui donnait directement, on verra pourquoi je le dis, dans une grande pièce, une plus grande pièce, hein, qui pouvait servir
de salle à manger ou de salon, n'est-ce pas? Bien qu'il reçût très peu, c'était ça. Et Adèle Colin était sa gouvernante, donc elle est restée jusqu'à sa mort, et elle a écrit. Elle a écrit beaucoup sur les derniers jours de Musset. Et Paul de Musset, donc son frère, et mademoiselle Colin, qui avait assisté à l'agonie de Musset, disaient tous les deux en tout cas la même chose. Donc c'était des témoins de première main. À la fin, on l'avait installé dans le salon salle à manger, c'est-à-dire de l'autre côté du couloir. Hein. Pourquoi ? Parce qu'il était plus facile de le soigner là. Parce que de la cuisine à ce salon, salle à manger, il y a un petit couloir, mais très très court. Donc on pouvait faire des choses, des tisanes ou autres dans la cuisine et les porter directement dans la salle à manger. Et alors de plus, je ne sais quel médecin, ou j'en ai eu plusieurs je crois, lui avait les derniers temps de sa vie recommandé les bains de gelée. Les bains de gelée. Les bains de gelée. Qu'est-ce que c'est ? Ah, je ne sais pas. J'imagine que c'était de la gelée de je ne sais pas quoi mêlée à l'eau du bain. Mais on trouve ça assez souvent. On soignait par des bains de gelée. Des gelées de quoi? Ne me le demandez pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui était évident, c'est qu'on l'avait placé là parce que de la cuisine, avec la baignoire et les bains de gelée, on pouvait très facilement. Très vite, oui. C'est vrai que vous connaissez l'endroit, vous. Hein. De quoi souffrait-il ? De tout, mais surtout imbibé d'alcool, imbibé à un point, tu sais. Il se droguait aussi. Mais surtout il buvait. Il était infidèle de l'absinthe depuis très très longtemps, et on peut dire il en était au stade à 42, 43 ans. Il était dans le stade où le moindre verre de bière produit l'effet à ce moment-là d'un tonneau de whisky. Hein. Il en était là. Et alors Colin, mademoiselle Colin et Paul de Musset disaient on ne s'est pas rendu compte qu'il venait de mourir. Simplement, le soleil levant, à un moment donné, a frappé sa figure, n'est-ce pas? Et on a vu à ce moment-là qu'il était mort. Bon, c'est très touchant. Mais moi qui suis très terre à terre, je me promenais dans cette salle à manger, salon, obscur. Mais vous n'imaginez pas, mais on n'y voyait rien, c'est bien. Enfin, le soleil, où comment serait-il passé au travers de toutes ces murailles, n'est-ce pas? Parce que sa fenêtre donnait sur un mur. Hein. Et j'ai poussé le vice, il n'y a pas d'autre mot, jusqu'à aller consulter les cadastres. Eh ben, la vérité, c'était celle-là. La maison en face n'existait pas. Elle n'avait pas été construite. Ah, d'accord. Ah, bien sûr. Elle n'avait pas été construite, et en effet... Donc le soleil parvenait. Le soleil se levant tapait tout de suite sur la fenêtre de Musset. Hein. Oui, vous moquez de moi. Non, pas du tout. Pas du tout. Oh, vous en aurez fait autant, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Non. Voilà, donc on n'aurait pas fait autant, ça c'est toi. Un petit mystère. Ça c'est toi. Mais Dieu que c'est ta curiosité. Ça a été lugubre. Alors comment tu t'y sentais, toi, à vivre, puisque tu y as vécu, travaillé en tous les cas, régulièrement. Comment j'étais? Comment tu t'y sentais? Mais très bien. Mais naturellement, très bien. C'était un tel signe, quand même. Mais oui. C'est extraordinaire. J'en ai eu beaucoup dans les comme ça. C'est extraordinaire. Parce que tu as une grande santé morale, tu n'étais pas atteint. Oh, ça. Quoique. Bon, voilà un petit mystère, en tout cas, que vous ignoriez peut-être, en tout cas que peut-être que mes auditeurs ignoraient. Alors, pour ceux qui aiment faire des promenades historiques dans Paris, je vous donne l'adresse. Hein. C'est 6 rue du Mont-Tabor. 6 rue du Mont-Tabor. Métro-pyramide. Oui, il y a en effet, comme disait Gabi, une plaque maintenant. Elle y était, mais je ne l'avais pas vue. Ouais. Il y a une plaque, mais très gris sur gris, tu sais. Ouais, c'est vrai qu'elle n'est pas très visible. De toute façon, il y a très peu de gens qui savent ça. Hein. Voilà, chers auditeurs, c'est pour vous que je vous dis, ça se passait 6 rue du Mont-Tabor. Voilà, c'était encore une histoire triste. Est-ce qu'on pourrait avoir un texte très beau de Musset, un peu plus gai, un peu plus... Hein, monsieur de Gabi Le Doze, qu'est-ce que vous me proposeriez?
Vous êtes comme Marie Marquet, vous avez beaucoup de récitals. Qu'est-ce que tu me proposes? Lucie, tout à l'heure. Une élégie, mais une élégie qui n'est pas très gaie. Qu'est-ce que c'est? Tu sais, c'est Lucie. Oh, ben tant pis, écoute. Comment? Voyons. Mais c'est très joli, c'est très pur. Après avoir évoqué les affres de sa mort. Quand je mourrai, plantez un saut. Oh, plantez un saut, le cimetière. Si tu sais l'Opéra Lachaise, je crois que les puissances du Père Lachaise ont renouvelé le saut. Oui, tout à fait. Il est renouvelé 15 fois depuis la mort de Lucie. Allez, dis-nous ça, parce que ça, c'est très très beau. Mes chers amis, quand je mourrai, plantez un saule au cimetière. J'aime son feuillage éploré. La pâleur m'en est douce et chère, et son ombre sera légère à la terre où je dormirai. Un soir, nous étions seuls. J'étais assis près d'elle. Elle penchait la tête et sur son clavecin laissait tout en rêvant flotter sa blanche main. Ce n'était qu'un murmure, on eût dit les coups d'aile d'un zéphyr éloigné glissant sur les roseaux et craignant en passant d'éveiller les oiseaux. Les tièdes voluptés des nuits mélancoliques sortaient autour de nous du calice des fleurs. Les marronniers du parc et les chênes antiques se berçaient doucement sur leurs rameaux en pleurs. Nous écoutions la nuit. La croisée entr'ouverte laissait venir à nous les parfums du printemps. Les vents étaient muets, la plaine était déserte. Nous étions seuls, pensifs. Et nous avions 15 ans. Je regardais Lucie. Elle était pâle et blonde. Jamais deux yeux plus doux, nom du ciel le plus pur, sondaient la profondeur et réfléchit l'azur. Sa beauté m'enivrait, je n'aimais qu'elle au monde. Mais je croyais l'aimer comme on aime une sœur, tant ceux qui venaient d'elle étaient pleins de pudeur. Nous nous tûmes longtemps. Ma main touchait la sienne. Je regardais rêver son front triste et charmant et je sentais dans l'âme, à chaque mouvement, combien peuvent sur nous, pour guérir toute peine, ces deux signes jumeaux de paix et de bonheur, jeunesse de visage et jeunesse de cœur. La lune, se levant dans un ciel sans nuage, d'un long réseau d'argent, tout à coup l'inonda. Elle vit dans mes yeux resplendir son image, son sourire semblait d'un ange. Elle chanta. Fille de la douleur, harmonie, harmonie, langue que pour l'amour inventa le génie, qui nous vint d'Italie et qui lui vint des cieux. Douce langue du cœur, la seule où la pensée, cette vierge craintive et d'une ombre offensée, passe en gardant son voile et sans craindre les yeux. Qui sait ce qu'un enfant peut entendre et peut dire, tant tes soupirs divins, nés de l'air qu'il respire, triste comme son cœur et doux comme sa voix. On surprend un regard, une larme qui coule. Le reste est un mystère, ignoré de la foule comme celui des flots, de la nuit et des bois. Nous étions seuls, pensifs. Je regardais Lucie. L'écho de sa romance en nous semblait frémir. Elle appuya sur moi sa tête appesantie. Sentais-tu dans ton cœur Desdémona gémir, pauvre enfant? Tu pleurais. Sur ta bouche adorée, tu laissas tristement mes lèvres se poser. Et ce fut ta douleur qui reçut mon baiser. Tel je t'embrassai, froide et décolorée, tel, 2 mois après, tu fus mise au tombeau. Tel, ô ma chaste fleur, tu t'es évanouie. Ta mort fut un sourire aussi doux que ta vie, et tu fus rapporté à Dieu dans ton berceau. Mes chers amis, quand je mourrai, plantez un saule au cimetière, j'aime son feuillage éploré. La pâleur m'en est douce et chère, et son ombre sera légère à la terre où je dormirai.
Nous sommes enveloppés par des flots de romantisme. Bon, écoute, ce petit intermède me permet encore de te féliciter. De te féliciter d'ailleurs. Mais je te renvoie les... Ah oui, non, ne me renvoie pas parce que les auditeurs s'en chargent. Mais il faut que je le lise d'abord. C'est une dame, Gabrielle Ledose. Gabrielle Ledose dit toujours aussi ravissement C'est le mot. vers. Hein, ravissement, bon, merci madame. Oui. Et merci à lui. Hein, je dois dire, malheureusement, que pour toi, elle ajoute merci aussi à Jean Darnel. Mais enfin, bon, c'est possible. Hein, enfin, tu pourrais commencer même par toi. Moi, je te remercie aussi. Tu te plais. Avec ravissement. Oh, merci, madame. Le dose, oh, quel ravissement, le dose. Non, bravo, maintenant, ça, en étant très sérieux. Ben, c'est très bien, au fond. Tu vois, le Dose et Darnel, ils sont là. Le Dose et Darnel ont fait une enfant qui s'appelait Lucie. Hein, ça va? Bon, alors, maintenant... On était sur la scène de Nohant avec Anne, il y a un mois, même pas, oui. quelques semaines. Et en sortant, on m'a dit, mais comme vous ressemblez... Est-ce que vous connaissez Jean Darnel? Comme vous lui ressemblez, c'est formidable. Physiquement. Non, la manière de faire, de dire... Oui, c'est vrai. Mais quelle horreur! Comment ça, quelle horreur! Mais quelle horreur! Non, physiquement, je pense qu'il voulait dire aussi physiquement, peut-être pas. Bon, alors maintenant, soyons de plus en plus sérieux, quoique nous sommes très très sérieux. Hein. Mais là, je vais vivre l'œil sur l'horloge, la pendule, là, qui est au-dessus de toi, tu ne la vois pas, qui est là. Parce que, évidemment, je voudrais, on va terminer d'ailleurs par ça, que vous me disiez un des grands chefs-d'œuvre de Musset, qui est La Nuit d'Octobre, tous les deux. Vous l'avez dit dernièrement, donc, si j'ai bien compris. Oui, on l'a dit à Nohant, bon. il y a quelques semaines. Bon, alors, La Nuit d'Octobre, mais ça dure à peu près un quart d'heure, 20 minutes, non? Non, quart d'heure, 15 minutes. 16 minutes. Oui, mais 15 minutes, il faut que je les calcule. Moi. Parce que avant, là, ça y est, je vais m'immiscer. Je vais vous parler de cette dame mystérieuse qui a tellement aimé et qui a aimé bien Musset. C'était une dame, une sociétaire de la Comédie Française qui s'appelait Madame Allan Despréaux. Despréaux étant le nom de son mari. Et elle est une grande sociétaire, beaucoup de talent. Et comme tous les acteurs et les actrices de cette époque-là, ils faisaient des saisons de 6 mois, presque jusqu'à la guerre de 14, au Théâtre Michel. Au Théâtre Michel, c'était un théâtre de cour qui était situé dans le Palais Michel, et ils ramenaient tous des fortunes. Rachel, qui est allée 3 fois, elle ramenait des joyaux incroyables. Toutes les dames recevaient des énormes émeraudes, des colliers, de ça. Tout le monde voulait aller au Théâtre Michel. Alors, elle était donc au Théâtre Michel, jouant son répertoire en français, parce qu'il y avait une saison russe et une saison en français. Et elle était très amie avec une dame, dont je sais un nom russe, je ne sais plus son nom, Alexandrovski, je crois, qui, elle, triomphait dans le répertoire en russe. Elle triomphait notamment dans une pièce qui était en russe bien entendu, et qui s'appelait en sous-titre les plus beaux sermons sont faits par des jeunes curés. Ouais, bon, c'est pourquoi. Et elle lui disait, cette dame russe, Madame Allan, mais ma chère, c'est un rôle pour vous, faites-le traduire en français, c'est un rôle tout à fait pour vous. Et Madame Allan l'a fait traduire en Russie et en français. Et elle a triomphé. Et puis quand elle est rentrée à Paris, elle a fait sa rentrée à la Comédie Française et elle a dit à Bulos, donc qui était l'administrateur, je veux absolument faire mes débuts dans une pièce inconnue qui s'appelle les plus beaux sermons. Et Bulos te dit, mais ma chère amie, en tant que directeur de la Revue des Deux Mondes, j'ai publié, moi, le vrai texte
qui est en français, mais en français de Musset. C'est la pièce de Musset. Un caprice. Oui, et qui était un caprice, bien entendu. Et elle a joué et triomphé dans Madame de Léry. J'ai joué l'année dernière. Johan a joué avec grand J'ai joué l'année talent. dernière. Est-ce que tu t'en vantes? Je m'en vante Elle un petit peut peu s'en parce que vanter. j'ai adoré le travail. Oui. Ouais. Bon, je t'enverrai au C'est un théâtre très beau Michel spectacle. chercher quelques joyaux. Hein. J'aimerais bien. Et Musset, dont on l'a dit tout à l'heure, c'était le premier succès théâtral. Là, on a conçu une incroyable joie. Il vivait littéralement dans les coulisses, n'est-ce pas, pour écouter son texte et écouter Madame Allan, naturellement. Il lui restait encore quelques belles années de sensualité. Il a fait comme par hasard la cour à Madame Allan, laquelle Madame Allan n'a pas été dupe tout de suite, hein, parce qu'elle connaissait très bien la réputation de Michel. Alors elle lui a dit, enfin bon, elle écrit, ça aussi, elle écrit, oui, finalement je cédais, parce que c'était tout à fait vrai de ma part, mais je cédais avec tristesse, parce qu'elle connaissait Michel déjà de réputation. Et en effet, ils sont donc amants, et dans la partie de la vie de Musset où il est vraiment très 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 malade, n'est-ce pas? Bon, elle aura droit à tout, aux hallucinations, au coup. Oui, au coup, absolument. Et elle demande un congé à la Comédie Française de plusieurs mois pour pouvoir le soigner. Elle loue une maison à Ville d'Avray et ils vont tous les deux s'enterrer, si j'ose dire, à Ville d'Avray. Parce que quoi? Elle a essayé de l'éloigner de Paris. C'est-à-dire de la tentation. La tentation des filles faciles, la tentation de la boisson, la tentation de l'absinthe. Bon, elle n'a pas très bien réussi son coup. Mais elle a poursuivi par pitié pour l'homme, par amour certainement, et par admiration pour le poète et l'auteur. Et elle a poursuivi jusqu'à la fin, n'est-ce pas, son amitié avec Musset. Et elle a joué toutes ses pièces. Et il a été... Tiens, Plumet, c'est odieux ce qu'il faisait. Tu sais, elle jouait et il savait monter le chandelier. Mm-hmm. Et tu sais qu'à un moment donné, donc elle jouait bien sûr Jacqueline, bien sûr. Et à un moment donné, Fortunio, qui était de Launay, chante si vous croyez que je vais dire qui j'ose aimer. Je ne saurais pour un empire vous la nommer, dites à la ronde qu'elle est blonde comme les blés. Et quand Delaunay en arrivait là, on entendait Musset dans les coulisses qui était ivre mort, n'est-ce pas, parce que la pauvre Madame Allan avait un peu forci, n'est-ce pas? Alors, c'était sa maîtresse. Alors déjà, il se vengeait. De quoi? On ne sait pas. En disant aux enfants qu'il rencontrait, hey, sois sage, ou je te fais faire le tour de Madame Allan. C'est horrible. Oui. N'est-ce pas? Et alors en coulisses, et il changeait, lui. Dites-lui qu'elle est ronde comme un tonneau. En coulisses, pendant qu'elle jouait. Hein? Ta délicieuse sensibilité. Hein? Ouais, très dur, très difficile. Voilà, mais c'est moche, mais enfin, bon, pardonnons-lui. Il avait du génie et il était malade. Alors voilà, on reste avec son génie et on oublie les petitesses. Et même il a peu écrit sur la fin de sa vie, mais Pardon? Il a peu écrit sur la fin de sa vie, toutes ces années-là. Très peu. Mais quand même, quelques textes qui sont absolument extraordinaires, notamment Le Merle Blanc. Oui. Le Merle Blanc, c'est un conte, mais je l'ai découvert il y a peu de temps, grâce à Stéphanie Tesson, qui l'a porté à la scène avec un talent fort, mais extraordinaire. Et je recommande à nos amis auditeurs, quand vous le verrez programmer, Le Merle Blanc avec Stéphanie Tesson, une maison scène d'Anne Bourgeois, ne manquez pas d'aller l'applaudir. Je ne l'ai pas vu, donc je ne le conseille pas. Vous passerez un moment formidable. Je ne l'ai pas vu. Mais le Merle Blanc, oui, bien sûr, oui, t'es connu. Alors si tu veux parler, il y a beaucoup de textes nouveaux ou inconnus. Puisqu'on était dans la grivoiserie, n'oublie pas qu'il a été aussi un des auteurs des premiers textes érotiques. Ça s'appelait Gamianet.
Oh, le vilain monsieur. Bon, revenons au joli monsieur Musset. Je crois que nous avons le temps. Donc, je vous lance, n'est-ce pas, sans... Ah, attends, je vais vous faire un petit préambule. En musique, et puis on enchaînera. Voici la nuit d'octobre, c'est une très bonne préparation. Voilà. Le mal dont j'ai souffert s'est enfui comme un rêve. Je n'en puis comparer le lointain souvenir qu'à ces brouillards légers que l'aurore soulève et qu'avec la rosée on voit s'évanouir. Qu'aviez-vous donc, ô mon poète? Et quelle est la peine secrète qui de moi vous a séparé? Hélas, je m'en ressens encore. Quel est donc ce mal que j'ignore et dont j'ai si longtemps pleuré? C'était un mal vulgaire et bien connu des hommes. Mais lorsque nous avons quelque ennui dans le cœur, nous nous imaginons, pauvres fous que nous sommes, que personne avant nous n'a senti la douleur. Il n'est de vulgaire chagrin que celui d'une âme vulgaire. Ami, que ce triste mystère s'échappe aujourd'hui de ton sein. Crois-moi, parle avec confiance. Le sévère Dieu du silence est un des frères de la mort. En se plaignant, on se console. Et quelquefois, une parole nous a délivrés d'un remords. S'il fallait maintenant parler de ma souffrance, je ne sais trop quel nom elle devrait porter. Si c'est amour, folie, orgueil, expérience, ni si personne au monde en pourrait profiter. Je veux bien toutefois t'en raconter l'histoire, puisque nous voilà seuls, assis près du foyer. Prends cette lyre, approche, et laisse ma mémoire au son de tes accords doucement s'éveiller. Avant de me dire ta peine, ô poète, en es-tu guéri? Songe qu'il t'en faut aujourd'hui parler sans amour et sans haine. S'il te souvient que j'ai reçu le doux nom de consolatrice, ne fais pas de moi la complice des passions qui t'ont perdu. Je suis si bien guéri de cette maladie que j'en doute parfois lorsque j'y veux songer. Et quand je pense au lieu où j'ai risqué ma vie, j'y crois voir à ma place un visage étranger. Muse, sois donc sans crainte, au souffle qui t'inspire, nous pouvons sans péril tout de nous confier. Il est doux de pleurer, il est doux de sourire, au souvenir des mots qu'on pourrait oublier. Comme une mère vigilante au berceau d'un fils bien-aimé, ainsi je me penche, tremblante, sur ce cœur qui m'était fermé. Parle, ami. Ma lyre attentive suit déjà l'accent de ta voix. Et dans un rayon de lumière, comme une vision légère, passent les ombres d'autrefois. Jour de travail, seul jour où j'ai vécu, ô 3 fois chère solitude, Dieu soit loué, j'y suis donc revenu à ce vieux cabinet d'études. Pauvre réduit, mur tant de fois désert, fauteuil poudreux, lampe fidèle en mon palais, mon petit univers. Et toi, muse, ô jeune immortel, Dieu soit loué, nous allons donc chanter. Oui, je veux vous ouvrir mon âme, vous saurez tout, et je vais vous conter le mal que peut faire une femme. Car c'en est une, ô mes pauvres amis, hélas, vous le saviez peut-être. C'est une femme à qui je fus soumis comme le cerf l'est à son maître. Je vous détestais. C'est par là que mon cœur perdit sa force et sa jeunesse. Et cependant, auprès de ma maîtresse, j'avais entrevu le bonheur. Près du ruisseau, quand nous marchions ensemble, le soir, sur le sable argentin, quand devant nous le blanc spectre du Tremble, de loin nous montrait le chemin, je vois encore, au rayon de la lune, ce beau corps plié dans mes bras. N'en parlons plus. Je ne prévoyais pas où me conduirait la fortune. Sans doute, alors la colère des dieux avait besoin d'une victime, car elle m'a puni comme d'un crime d'avoir essayé d'être heureux. L'image d'un doux souvenir vient de s'offrir à ta pensée. Sur la trace qu'il a laissée, pourquoi crains-tu de revenir? Est-ce faire un récit fidèle que de renier ces beaux jours? Jeune homme, si la fortune fut cruelle, jeune homme, fais du moins comme elle. Souris à tes premiers amours. Non.
C'est à mes malheurs que je prétends sourire. Muse, je te l'ai dit, je veux, sans passion, te conter mes ennuis, mes rêves, mon délire, et t'en dire le temps, l'heure et l'occasion. C'était, je m'en souviens, par une nuit d'automne, triste et froide, à peu près semblable à celle-ci. Le murmure du vent, de son bruit monotone, dans mon cerveau lassé, berçait mon noir souci. J'étais à la fenêtre, attendant ma maîtresse. Et, tout en écoutant dans cette obscurité, je me sentais dans l'âme une telle détresse qu'il me vint le soupçon d'une infidélité. La rue où je logeais était sombre et déserte. Quelques ombres passaient, un falot à la main. Quand la bise sifflait dans la porte entr'ouverte, on entendait de loin comme un soupir humain. Je ne sais, à vrai dire, à quel fâcheux présage mon esprit inquiet alors s'abandonna. Je rappelais en vain un reste de courage et me sentis frémir lorsque l'heure sonna. Elle ne venait pas. Seul, la tête baissée, je regardais longtemps les murs et le chemin. Et je ne t'ai pas dit quelle ardeur insensée cette inconstante femme allumait en mon sein. Je n'aimais qu'elle au monde, et vivre un jour sans elle me semblait un destin plus affreux que la mort. Je me souviens pourtant qu'en cette nuit cruelle, pour briser mon lien, je fis un long effort. Je la nommais 100 fois perfide et déloyale. Je comptais tous les maux qu'elle m'avait causés. Hélas, au souvenir de sa beauté fatale, quels maux et quels chagrins n'étaient pas apaisés. Le jour parut enfin. Là, d'une vaine attente, sur le bord du balcon, je m'étais assoupi. Je rouvris la paupière à l'aurore naissante et je laissai flotter mon regard ébloui. D'un coup, au détour de l'étroite ruelle, j'entends sur le gravier marcher à petit bruit. Grand Dieu, préservez-moi, je l'aperçois. C'est elle. Elle entre. D'où viens-tu? Qu'as-tu fait cette nuit? Réponds, que me veux-tu? Qui t'amène à cette heure? Ce beau corps, jusqu'au jour, où s'est-il étendu? Tandis qu'à ce balcon seul, je veille et je pleure. En quel lieu? Dans quel lit? À qui souriais-tu? Pas-t'en! Retire-toi, spectre de ma maîtresse. Rentre dans ton tombeau, si tu t'en es levé. Laisse-moi pour toujours oublier ma jeunesse. Et quand je pense à toi, croire que j'ai rêvé. Apaise-toi, je t'en conjure. Tes paroles m'ont fait frémir. Oh, mon bien-aimé, ta blessure est encore prête à se rouvrir. Hélas, elle est donc bien profonde. Et les misères de ce monde sont si lentes à s'effacer. Oublie, enfant. Et de ton âme chasse le nom de cette femme que je ne veux pas prononcer. Honte à toi qui, la première, m'a appris la trahison, et d'horreur et de colère m'a fait perdre la raison. C'est ta voix, c'est ton sourire, c'est ton regard corrupteur qui m'ont appris à maudire jusqu'au semblant du bonheur. C'est ta jeunesse et tes charmes qui m'ont fait désespérer, et si je doute des larmes, c'est que je t'ai vu pleurer. Honte à toi. Tu fus la mère de mes premières douleurs et tu fis de ma paupière jaillir la source des pleurs. Elle coule, sois-en sûr, et rien ne la tarira. Elle sort d'une blessure qui jamais ne guérira. Mais dans cette source amère, du moins je me laverai et j'y laisserai, j'espère, ton souvenir abhorré. Poète, c'est assez. Auprès d'une infidèle, quand ton illusion n'aurait duré qu'un jour, n'outrage pas ce jour lorsque tu parles d'elle. Si tu veux être aimé, respecte ton amour. Si l'effort est trop grand pour la faiblesse humaine de pardonner les maux qui nous viennent d'autrui, épargne-toi du moins le tourment de la haine. À défaut du pardon, laisse venir l'oubli. Les morts dorment en paix dans le sein de la terre, ainsi doivent dormir nos sentiments éteints. Ces reliques du cœur ont aussi leur poussière. Sur leurs restes sacrés, ne portons pas les mains. Pourquoi, dans ce récit d'une vive souffrance, ne veux-tu voir qu'un rêve et qu'un amour trompé? Est-ce donc sans motif qu'agit la Providence?
Et crois-tu donc distrait le Dieu qui t'a frappé? Le coup dont tu te plains t'a préservé peut-être, enfant, car c'est par là que ton cœur s'est ouvert. L'homme est un apprenti, la douleur est son maître, et nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert. C'est une dure loi, mais une loi suprême, vieille comme le monde et la fatalité, qu'il nous faut du malheur recevoir le baptême. Et qu'à ce triste prix, tout doit être acheté. Les moissons pour mûrir ont besoin de rosée, pour vivre et pour sentir, l'homme a besoin des pleurs. La joie a pour symbole une plante brisée, humide encore de pluie et couverte de fleurs. Ne te disais-tu pas guéri de ta folie? N'es-tu pas jeune, heureux, partout le bienvenu? Et ces plaisirs légers qui font aimer la vie, si tu n'avais souffert, quel cas en ferais-tu? Lorsqu'au déclin du jour, assis sur la bruyère avec un vieil ami, tu bois en liberté, dis-moi, d'aussi bon cœur, lèverais-tu ton verre si tu n'avais senti le prix de la gaieté? Aimerais-tu les fleurs, les prés et la verdure, les sonnets de Pétrarque et le chant des oiseaux, Michel-Ange et les arts, Shakespeare et la nature, si tu n'y retrouvais quelques anciens sanglots? Comprendrais-tu des cieux l'ineffable harmonie, le silence des nuits, le murmure des flots, si quelque part là-bas la fièvre et l'insomnie ne t'avaient fait songer à l'éternel repos? N'as-tu pas maintenant une belle maîtresse? Et lorsqu'en t'endormant tu lui serres la main, le lointain souvenir des mots de ta jeunesse ne rend-il pas plus doux son sourire divin? N'allez-vous pas aussi vous promener ensemble au fond des bois fleuris sur le sable argentin? Et dans ce vert palais, le blanc spectre du tremble, ne sait-il plus le soir vous montrer le chemin? Ne vois-tu pas alors, au rayon de la lune, plier comme autrefois un beau corps dans ses bras? Et si dans le sentier tu trouvais la fortune, derrière elle, en chantant, ne marcherais-tu pas? De quoi te plains-tu donc? L'immortelle espérance s'est retrempée en toi sous la main du malheur. Pourquoi veux-tu haïr ta jeune expérience et détester un mal qui t'a rendu meilleur? Oh, mon enfant, plains-la, cette belle infidèle qui fit couler jadis les larmes de tes yeux. Plains-la, c'est une femme, et Dieu t'a fait près d'elle deviner en souffrant le secret des heureux. Sa tâche fut pénible, elle t'aimait peut-être, mais le destin voulait qu'elle brisât ton cœur. Elle savait la vie et te l'a fait connaître. Une autre a recueilli le fruit de ta douleur. Plains-la. Son triste amour a passé comme un songe. Elle a vu ta blessure et n'a pu la fermer. Dans ses larmes, crois-moi, tout n'était pas mensonge. Quand tout l'aurait été, plains-la. Tu sais aimer. Il dit vrai. La haine est impie. Et c'est un frisson plein d'horreur quand cette vipère assoupie se déroule dans notre cœur. Écoute-moi donc, ô déesse, et sois témoin de mon serment. Par les yeux bleus de ma maîtresse, et par l'azur du firmament, par cette étincelle brillante qui de Vénus porte le nom et, comme une perle tremblante, scintille au loin sur l'horizon, par la grandeur de la nature, par la bonté du Créateur, par la clarté tranquille et pure de l'astre cher aux voyageurs, par les herbes de la prairie, par les forêts, par les prés verts, par la puissance de la vie, par la sève de l'univers, je te bannis de ma mémoire, reste d'un amour insensé, mystérieuse et sombre histoire qui dormira dans le passé. Et toi qui, jadis, d'une amie, porta la forme et le doux nom, l'instant suprême où je t'oublie doit être celui du pardon.
pardonnons-nous. Je romps le charme qui nous unissait devant Dieu. Avec une dernière larme, reçois un éternel adieu. Et maintenant, blonde rêveuse, maintenant, muse, à nos amours, dis-moi quelques chansons joyeuses, comme au premier temps des beaux jours. Déjà la pelouse embaumée, sans les approches du matin. Viens éveiller ma bien-aimée et cueillir les fleurs du jardin. Viens voir la nature immortelle, sortir des voiles du sommeil. Nous allons renaître avec elle, au premier rayon du soleil. Merci à tous les deux. Merci. Pendant que vous disiez, je pensais à beaucoup de choses évidemment, et des souvenirs entre autres, et je pensais à les grandes interprétations de musique que personnellement j'ai pu apprécier. Je n'ai pas tout vu bien sûr, mais les grandes interprétations de Musset. Bon, évidemment on pense à Lorenzo de Gérard Philippe, on pense... Moi, j'ai vu une chose assez étonnante. J'ai vu Marie-Belle et Madeleine Renaud elle n'avait pas encore 40 ans, dans À quoi rêvent les jeunes filles. Ouais. J'ai vu beaucoup de dames, très très bien d'ailleurs, dans Madame de Léry. Mais tous ces gens-là, qui étaient donc... bien, sans ça je ne parlerai pas des autres, avaient, mais ça vous le comprendrez très vite, avaient une qualité commune, n'est-ce pas ? La musicalité. Leur diction était à base de musicalité. Toi, ça ne t'étonne pas. Non, j'ai parlé d'une grande interprétation de Musset. On pourrait croire que le rôle a été écrit pour lui. C'est Nicolas Vaud dans le Fantasio. Si, tout à fait stupéfiant. Très bien dirigé d'ailleurs par je lui avais Stéphanie demandé Tesson. de venir, mais bon... Il était extraordinaire. On a l'impression que le texte était écrit pour lui. Il a fait le sien. Et grande musicalité. Oui, comme par hasard. Comme par hasard, et de famille musicale. Aussi, le petit-fils de Jacques Thibault. Mais toutes les grandes interprétations de Musset, et naturellement Pierre Freinet, peut-être, c'est à base de musicalité. Ça me fait plaisir, puisque c'est à tous les deux votre... Pierre Freinet, également le grand interprète de Musset, Freinet. C'est ce que je te dis, Et en plus de sa musicalité, alors qu'il n'était pas musicien du tout, lui. Du tout, il chantait faux comme une casserole, mais il avait cette musicalité, cette respiration, enfin bon, vous le savez très bien. Bon, écoutez, mes enfants, je crois que on va quand même un petit peu se quitter. Qu'est-ce que j'aurais pu... oui, tiens, à propos de musicalité, on va retomber alors les pieds sur terre, tout à fait. Est-ce que je t'ai montré un jour, Gabi, une photo prise à l'atelier où il y a Maurice Gendron, le violoncelliste. Non. Si. Et derrière toi, je le sais parce que je m'en suis servi il y a très peu de temps à la télévision, avec Elie Semoun. Elie Semoun a été très peu de temps, il a été élève en même temps que toi, et j'ai cette photo, entre autres, il y a toi. J'aimerais beaucoup la voir. Oui, il y a toi très joli, le petit Semoun. Et alors je lui ai dit, là, une interview qu'on a faite à la télévision, je lui ai dit, écoute, t'aurais pu travailler un peu plus quand même, vraiment. Mais tu sais, mais j'ai travaillé, et rappelle-toi, j'ai travaillé, j'étais seul l'autre soir au Théâtre Français. Je lui ai dit, oui, mais t'aurais dû continuer, mais il m'a répondu, non, parce que ce n'était pas ma musique. C'est joli comme réponse. On y revient toujours. Ouais. Que vous dire de plus que je vous remercie, que j'espère avoir plaisir à mes auditeurs. Merci Jean. Voilà, merci. Puis alors on prend où l'on est, à toujours, de toute façon. Merci. Voilà, on va laisser la place à Schubert, mais Schubert, Musset, même combat. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous voulez en découvrir d'autres, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains.